Bonjour mes chers lecteurs, alors je continue mes vidéos. Je suis actuellement dans la lecture de plusieurs livres sur Virginia Woolf. J'écoute aussi des podcasts qui parlent donc de sa vision de la chambre à soi dont je parlais hier, sur la notion d'intériorité féminine. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'autre chose. En fait, je trouve dans la nouvelle parfois quelque chose de salutaire pour décrire les atmosphères qui nous environnent. Il faut savoir que, en fait, la nouvelle est une technique narrative et littéraire très prolifique pour parler des lieux que nous visitons et que nous observons en tant qu'écrivain. Alors, il y a longtemps, il y a plus de 2 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelle Contes et légendes de Thonon. Thonon ou le manège des banalités. Et en fait, ce sont des nouvelles. Ce sont des nouvelles, pareil, des textes très courts. L'avantage de la nouvelle par rapport au roman, c'est qu'on peut être très précis dans la description et ne pas lasser l'auteur. Un roman, il faut se plonger dans les personnages, il faut se plonger dans les atmosphères, alors que la nouvelle peut demander une certaine superficialité de l'auteur, enfin du lecteur. On peut siroter des textes de type nouvelle de manière légère, de manière moins intense qu'un roman. Un roman demande de la concentration, un roman demande de la dévotion, demande de s'approprier les personnages, de continuer inlassablement la lecture du livre jusqu'à la fin de l'intrigue. Ce ne sont pas les mêmes enjeux. Donc en ce moment, comme je vous ai dit, j'étais beaucoup dans l'impressionnisme, la question de la mélancolie, la question de dépasser la souffrance de l'artiste. Et je trouve mon salut dans la nouvelle. Je suis très intéressée par la nouvelle. Alors je voulais vous lire quelques nouvelles que j'ai écrites sur Thonon. Donc voilà, donc je vais vous lire le prologue et je vais vous lire quelques nouvelles, 2 ou 3 nouvelles, sur ce livre qui parle de Thonon et des paysages que j'ai immortalisés. La ville de Thonon regorgeait de surprises. C'est pourquoi, attablé au restaurant Les Voiles, buvant café sur café, je pris la décision soudaine de raconter mon périple en cette ville. Raconter avec minutie et dévotion les contours d'une ville atypique où les banalités pouvaient se transformer en feux de joie, où les passants hôtes d'une sous-préfecture élégante et fine déambulaient de manière désinvolte et sûre d'eux-mêmes. Les villes de province ont toutes quelque chose de rare en elles-mêmes. Elles côtoient les montagnes, le lac, le vent et une certaine bohème de vie. Ces nouvelles, écrites au 1 quai de Ripaille au port de Rive, veulent témoigner la banalité extraordinaire qui jaillit de chaque situation évoquée. Finalement, le banal, avec un œil aiguisé, nous emmène dans des mémoires refoulées, des légendes inexplorées, des imaginaires insoupçonnés. Au détour d'une rue, nous pouvons nous attendre à tout. Au travers de lieux centraux de la ville, comme le funiculaire ou la place des Arts, ce livre veut donner une image nouvelle à la ville de Thonon. Une image moderne et douce à l'image des bateaux voguant vers une Suisse toujours plus impénétrable et mystérieuse. Bonne lecture et n'ayez de crainte. La ville de Thonon ne perdra pas de son prestige dans ses descriptions hasardeuses, bien au contraire. Peut-être revivra-t-elle. Alors, on va lire un peu. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je me suis installée en fait à Thonon. Et c'était la période du Covid, j'étais pas en très grande bonne santé. Et j'ai choisi Thonon parce que c'était une sous-préfecture, parce que c'était une ville qui proposait toutes les infrastructures inimaginables en termes de mobilité. Et je vais vous raconter pourquoi je me suis installée à Thonon. Donc c'est très intéressant, vous allez savoir pourquoi j'habite Thonon. Je me suis installée à Thonon en juin 2020, à l'époque du Covid. Je venais de me séparer de mon compagnon et étais en manque de repères après une dure hospitalisation. C'est ici en effet que j'avais écrit mes premiers poèmes durant mon adolescence. En effet, à l'âge de 16 ans, habitant Messery, j'avais fréquenté le lycée de l'Aversois de Thonon, ainsi que le club de poésie de cette fameuse école. C'est là que j'appris à faire des rimes, à séduire un grand public par des phrases sobres ou plus futuristes. Me confrontant au professeur, j'ai grandi peu à peu.
Cela n'était pas facile d'émouvoir avec des images. Parfois les textes caricaturaux suscitaient le fou rire de mes camarades. Ce fut un apprentissage lent et solennel. Mes professeurs me guidèrent dans l'apprentissage du métier. Ce fut tout un imaginaire qui s'offrait à moi. Mes compagnons de route, c'étaient désormais des stylos et des cahiers que je trimballais partout dans les halls de l'établissement. On me voyait souvent comme une élève rêveuse et sauvage, solitaire et tourmentée. Au fond de moi, il y avait un besoin d'expression inégalable, un besoin de trouver un subterfuge au mal de vivre de l'adolescence. Anorexique et perfectionniste, je me réfugiais dans la littérature pour m'émanciper d'un monde trop étroit et trop rigide pour moi. Parmi mes camarades de jeu, certains avaient un talent proche de Baudelaire. Leurs textes étaient plus denses que les miens, plus troubles. Ils évoquaient des univers mi-fantastiques, mi-féeriques. Il y avait ce garçon qui avait remporté des concours. Ses textes avaient une structure absolument sublime. Je l'enviais secrètement d'être aussi doué, là où mes textes suscitaient davantage le rire que l'admiration, de par les métaphores caricaturales que j'exprimais, de par mon manque d'expérience. Ce garçon était fougueux, ténébreux. Je crois qu'il s'appelait Florent. Une fois, après le club de poésie, il m'écrivit une longue lettre passionnée et dotée d'un petit poème en alexandrin. Il y avait un jeu de regard entre nous, aux séances d'écriture. Un jeu clair-obscur où la passion du mot se mêlait un peu à l'amour. Les professeurs observaient ce jeu avec délicatesse entre lui et moi, sans savoir quoi en penser. J'étais fascinée par ce personnage aux cheveux longs, aux yeux profonds et à la voix presque efféminée. Il semblait tout droit sorti d'un tableau de Delacroix. Je crois mon cœur battait la chamade à chaque fois qu'il récitait un vers. Mais j'étais une élève timide, renfrognée. Je jouais à la fille scolaire. Je ne voulais jamais montrer mes vrais sentiments. Je voulais contrôler, sourire, être docile et intouchable, presque fière. Notre correspondance dura quelques années. Je me souviens avoir écrit à cet étrange garçon durant de nombreuses années, comme si au fond de moi je voulais garder un lien sacré avec la poésie sublime de cet être. Quand le courrier passait à la maison, je me ruais dessus, reconnaissant l'écriture du jeune garçon tourmenté. En vérité, bien des années plus tard, il avait quitté la région et s'était mis en concubinage avec une jeune femme dont il avait eu des enfants. Mon cœur fut brisé. La poésie, c'est souvent avec le cœur brisé. Mais si j'ai choisi en 2020 de revenir vivre sur les rives du lac Léman, c'était pour me reconnecter à ce premier prélude littéraire, me ressouvenir de ces professeurs qui m'ont accompagné dans mon métier d'écrivain. Tous ces moments suspendus où j'oscillais entre un monde de réalité et de rêve, de volupté de l'amour et d'intransigeance des mots. Ce bourgeon de femme que j'étais, j'aimerais la dessiner pour vous aujourd'hui, la sculpter comme le ferait Camille Claudel, avec toute la maladresse de sa jeunesse, mais aussi sa grâce de jeune fille en fleurs, qui attend encore tout de l'existence dans sa jeunesse incendiaire. Ces moments, je vais les faire jaillir du néant. Je veux les immortaliser. Car tout écrivain, je pense, doit expliquer sa genèse artistique. Voici la mienne. Revenir aux sources pour se retrouver. Dans ce lycée public où mes professeurs m'aimaient sans me comprendre, m'accompagnaient sans me heurter. À l'heure actuelle, j'ai 34 ans. J'ai publié de nombreux ouvrages. Et quand je me contemple dans le miroir, j'aimerais retrouver la fragile force de cet enfant qui se construit un destin. Celui des mots, celui du dire, celui du rêve, celui du symbolique et du sacré, voilà qui est dit. Donc voilà, donc on voit qu'en fait, l'installation à Thonon a été en fait motivée par les professeurs du lycée de la Versoix, qui avaient permis en fait à cette jeune autrice de révéler ses premiers talents littéraires. Donc mes professeurs, c'est Monsieur Grivel et Monsieur Policard, avec qui je suis en contact et qui m'ont initiée à la poésie. Ils m'ont fait découvrir James Joyce, m'ont fait découvrir Baudelaire et notamment Albert Camus. Mon premier professeur, Monsieur Grivel, m'a fait lire L'Étranger quand j'avais, je crois, 16 ans. Et c'est quand j'ai lu L'Étranger de Camus que j'ai décidé de devenir écrivaine. J'ai adoré ce livre et j'ai adoré la philosophie. Et c'est là que j'ai décidé d'étudier la philosophie et de me consacrer à l'écriture. Donc voilà pour l'histoire. Alors je vais vous lire peut-être d'autres textes. On va raconter l'histoire du funiculaire. Tiens. Chaque jour, je prends le funiculaire pour me rendre en ville. Muni de ma carte à l'année, je monte le drôle de monstre vert, le Shrek de la ville. Je dis bonjour aux vendeurs, ils sont à chaque fois différents. Il y en a un qui porte un béret,
un peu plus âgé que les autres. Il fait souvent des grimaces et me salue toujours avec grand entrain. Parfois nous discutons de la vie. La discussion est informelle et un peu magique. On parle du beau temps et de la guerre en Ukraine. Je lui dis que je fais des ateliers d'écriture en ville, que je ne travaille pas, que je suis une itinérante un peu. Une vagabonde, il rigole un peu. Une qui se couche tard car elle ne prend jamais le funiculaire avant 10 heures du matin. Ce drôle de moyen de locomotion me fascine. Dedans, il y a quelques bancs où l'on peut s'asseoir, tout en bois. Le temps de quelques minutes, nous voilà embarqués dans un monde un peu féerique. Un monde d'enfants où nous sommes suspendus. On observe le décor, le lac triomphant en arrière-plan, puis la forêt du belvédère au-dessus. Détaché du monde, on s'imagine redevenir bébé. J'aime la poésie du lieu, le fait qu'avec 1,20 €, on peut monter dans une sorte de fusée au ralenti, qui nous emmène vers les cieux de la ville, vers la faune tononaise. Les magasins, les vendeurs de churros, les bijoutiers élégants, les magasins de vêtements chics et astucieux, les bars tabac bruyants et un peu bagarreurs. Dans le funiculaire, j'ai l'impression d'être dans une soucoupe volante. Je me remets du lipstick à tout hasard, si un passant me remarque. Je regarde par la fenêtre comme si j'allais voir surgir un dinosaure en cavale. Certains passants courageux font la montée à pied. Ils sont essoufflés et galopent comme des antilopes mortes et épuisées. Je suis tout excitée par l'aventure. Parfois, je parle aux autres du voyage. Ils me racontent leur vie. Ils ont le regard d'enfant qui aurait mis la main sur le sac de bonbons. Ensemble, nous voyageons dans un monde féerique le temps de quelques minutes. Nous envolons vers des destinations nobles et célestes. Souvent arrivés, ils partent. Je ne les reverrai plus. Ce sont souvent des touristes. Il n'y a que moi qui le prends chaque jour. Ou alors le clochard Édouard. Il sent l'alcool et semble un peu triste avec sa barbe de Père Noël. Je crois il ne paie pas le trajet, cadeau offert. Cela me fait relativiser sur ma précarité, sur ma marginalité. Finalement, lui et moi, serons-nous frères, plus que je ne le pense? Être artiste à Thonon, c'est avant tout savoir regarder ses hôtes, s'intéresser au décor, puis venir et revenir, monter ce grand monstre vert, comme si chaque voyage était le premier de notre vie. Les vendeurs connaissent mon nom, je crois, ils savent que je suis la mélancolique Anna, qui parcourt l'univers avec des yeux parfois durs, parfois attendrissants. Savent-ils que je suis une errante, une passante, une qui disparaît à chaque montée de funiculaire, une qui écrit des rimes en un claquement de doigts, et qui aimerait faire danser des mondes, mais qui sourit souvent au vent? Allez savoir. Donc voilà, donc là, on a un peu la personnification, voilà, le processus de la personnification du funiculaire en ce qu'on appelle en Shrek vert, parce il est vert et donc c'est un peu comme une fusée, un peu comme on ne sait pas trop quoi, une soucoupe volante. Et donc il y a la personnification de l'autrice face à, à cette infrastructure, où elle parle de ses émotions, où elle parle de son rapport au monde. Voilà. Bon, il y a beaucoup de nouvelles, je vais pas tout lire, mais peut-être vous lire La forêt de Ripaille, où je vais souvent me promener. Alors, on va lire La forêt de Ripaille. Alors, La forêt de Ripaille. La forêt de Ripaille était mystérieuse. Il y avait des animaux qui s'y fourraient, y allaient en se promenant. C'était toujours une aventure périlleuse et audacieuse. Les arbres fiers nous scrutaient de toutes parts. On avait envie de se laisser engloutir par la nature, dévoré par les plantes et les hôtes sauvages du lieu. Moi, la médiocre écrivaine, j'y allais de temps en temps m'y promener, pour tenter de retrouver une grâce auprès d'un ciel clément, auprès d'une nature retrouvée, d'un contact réitéré avec une faune luxuriante et prolifique. Mon inspiration était en berne, et chaque pas que je faisais dans cette grande aventure me poussait à me dépasser, à tenter l'impossible, à décrocher les étoiles hasardeuses, les comètes irrésistibles échouées. Je dessinais des routes improbables, je réinventais des sentiers balisés. Je redécouvrais un monde à l'état de friche qu'il fallait apprivoiser, éduquer, le monde naturel des éléments oubliés. J'étais une amoureuse dans la souffrance qui ne parvenait à s'exprimer que sous forme d'onomatopées ou de danses désarticulées de poupées slaves et graves. J'étais un oiseau en perpétuelle souffrance, en constante errance. Je rejoignais les deux bouts du monde à coups de poésie inventée et déstructurée. Je croyais en l'absolu, mais l'absolu se nommait souvent perdition, abandon, trahison. Les hommes étaient décevants, pervers, cruels. Dans cette forêt touffue, je réélaborais un monde à ma juste taille.
Les feuilles, les airs me protégeaient d'un trop-plein d'émotions, d'une trop grande vulnérabilité. Je voulais décrocher la lune, mais j'atterrissais dans la boue. Mes hôtes étaient fantomatiques et j'aurais voulu que les renards viennent me susurrer des mots magiques pour métamorphoser ce monde en perdition. Non, il y avait des guerres en moi, appartenant au monde des perdus, des échoués, des galets qui n'ont pas réussi leur ricochet. Leur colère si grande en moi avait valeur de combat, de refuge presque, la rage sur mon corps était un testament. L'oubli du monde était un manifeste. Se balader en forêt, oui, pour calmer l'orage, pour appréhender la foudre tel un petit pousset. Je lâchais des pierres sur le sol pour que l'on se souvienne de ma voix censurée. J'exauçais une prière incognito dans les antres de la forêt. Et si je ne fais plus partie des hommes, alors adopte-moi, ample forêt. Adopte mes cris, mes gestes, mes sombres et étroites folies, pour que ma mémoire retentisse dans l'ensemble de la forêt, pour lutter contre un oubli systématique, contre une errance scandaleuse et terrifiante. Alors, la forêt est typiquement une figure du romantisme, notamment allemand, dont j'ai parlé de nombreuses fois. La forêt immortalise les lieux de passage vers le surnaturel, vers une autre dimension de la réalité. Dans cette évocation de l'autrice, on retrouve donc des évocations surnaturelles, la confrontation et de nouveau la personnification avec la forêt permet à l'autrice d'exprimer ses sentiments de nostalgie, de romantisme, de bile noire et d'exprimer ses souffrances. Voilà. Donc là, on est dans un imaginaire tout à fait romantique. Dans ma prochaine vidéo, je vous lirai d'autres passages. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.